Bon, bah aujourd'hui, je reçois Pierre-Larry Pétronne. C'est un aventurier, un écrivain, un photographe, un capitaine, un secouriste en montagne, un entraîneur physique. Enfin, le gars, il a eu 58 000 vies. Il est né à Grenoble, il a 36 ans et surtout, il est membre de la Société des explorateurs français. Il a mené plein d'expéditions en solitaire partout à travers le globe. Il a parcouru le monde sur terre, en montagne, à cheval et aussi sur mer. Et aujourd'hui, il poursuit ses aventures et surtout, il guide aussi des expéditions avec Explora Project. Pierre-Larry, je suis super content en fait de t'accueillir aujourd'hui, de faire cette interview qui va être un peu particulière celle-là, parce que normalement c'est l'interview sous la tente, mais là on se retrouve du coup sur un bateau, dans une cale. Je suis super content de te recevoir, puis qu'on discute tous les deux un peu de toutes ces aventures et que tu me racontes un peu ce qui s'est passé dans ta vie, parce que franchement c'est assez hallucinant quoi. Eh ben, en tout cas, je suis super content de vous recevoir. Là, on est sur le bateau qui s'appelle Eleglenty. C'est un bateau qu'on utilise pour les premiers quarts de nuit. On est dans le carré et voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Pierre, du coup, tu me racontais ta vie. Moi, je suis resté un peu sur le cul parce que j'ai l'impression qu'à 36 ans, tu en as déjà eu 50 000. Donc tu viens du milieu de la montagne, t'es grenoblois à la base, et donc du coup tu m'expliquais que tu as commencé par la montagne. Explique-moi un peu justement cette passion de la montagne avant qu'on arrive sur la mer, et surtout ce qui m'intéresse c'est comment tu es arrivé en fait dans le domaine de la mer quoi. Donc d'abord cette vie de montagne en fait, qu'est-ce que tu as fait en montagne, c'était quoi tes passions et pourquoi tu as fait autant de métiers différents? La montagne ça a toujours été pour moi un petit refuge. Quelque chose quand même de très important. J'ai grandi donc dans les Alpes, très proche de la nature. Et déjà petit, j'avais un rapport très sensible et très humain envers cette nature. Une nature qu'on doit protéger, une nature qui est symbolique. J'ai commencé très très tôt le ski quand j'étais vraiment petit, donc j'ai baigné un petit peu dans cet univers-là, qui au fil des années en fait a grandi pour aller vers des sommets toujours un petit peu plus haut, plus technique, donc en tant qu'alpiniste et grimpeur et après skieur. Et j'ai voulu explorer d'autres mondes, donc pour ça que j'ai pu la chance d'être parti au Népal, en Himalaya, également aussi au Canada et en Alaska, notamment pour le côté montagne, également aussi dans les montagnes d'Asie centrale, dans le Tian Shan. C'est hallucinant, tu m'as parlé un peu de cette expédition en solitaire. Raconte-moi en fait qu'est-ce qui s'est passé là-bas, parce que tu m'as raconté que tu avais acheté un cheval et tout. C'est quoi le délire? En fait, c'est juste après l'expédition au Népal, donc je me souviens plus trop dans les années. Ça fait longtemps que j'étais très attiré par l'Asie centrale. La route de la soie, donc les pays de l'ex-URSS, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, la Chine ouest, le Xinjiang, le massif du Tian Shan. Et en fait, l'idée, c'était de faire une traversée en solitaire et en autonomie de ce massif, entre autres, et donc de traverser 3 pays, le Kyrgyzstan, la Chine ouest, par les montagnes célestes et arriver au Kazakhstan. Et du coup, l'idée, c'était en même temps de s'immerger dans la vie des, on va dire, semi-nomades là-bas, des personnes qui vivent sur ce plateau-là ou disons dans les steppes et dans les montagnes. Et le cheval, c'était un des moyens justement pour y arriver. Et donc j'ai pris des cours, un petit peu d'équitation chez moi. Alors là-bas, les chevaux, c'est des Appalooses, c'est des chevaux qui sont très endurants, qui sont plutôt assez bas. Tu vois, donc c'était pas un grand étalon. Comme T'as pas galéré avec ton 1m90 là? Si, voilà, j'ai galéré. Non, mais surtout les heures de selle. En fait, là-bas, il n'y a pas vraiment de protection, tu vois. Quand tu fais du cheval, en tout cas, moi, j'en avais pas vraiment de confort. Et donc, passer 8 heures ou 10 heures, tu vois, sur le cheval, c'était quand même assez dur. Après, le cheval, je l'ai quand même beaucoup traîné pour passer l'école. Mais c'est un compagnon, tu vois. Mais tu m'as raconté cette expédition, comme plein d'autres, en fait, tu les as faites avec pas beaucoup d'argent, en fait, pas beaucoup de moyens. Ouais, à chaque fois, c'est très très peu de moyens. En fin de compte, une expédition comme ça, il y a la nourriture lyophilisée qui peut se prendre en compte. Après, le matériel, ça fait longtemps que je suis dans le milieu un petit peu de l'outdoor, donc j'ai ce qu'il faut, on va dire. Et après, c'est un billet d'avion, c'est étudier un petit peu la cartographie de comment ça va se passer. Le cheval, donc j'ai pu l'acheter, mais après je l'ai revendu. Ouais, c'est pas beaucoup de moyens.
De toutes ces expéditions, en fait, je vois que tu en as fait beaucoup en fait en solitaire. Pourquoi choisir de partir en solitaire plutôt qu'en binôme ou avec d'autres personnes? Il y avait un écrivain qui disait, je crois que c'est Kenneth White, c'est un écrivain qui a beaucoup écrit sur la nature. Et même quand on lit des écrits de Henri David Thoreau, La vie dans les bois de Walden, c'est le solitaire, des fois c'est celui qui est le plus inscrit dans la communauté. Et vraiment, on peut s'imprégner de tout, de toutes les odeurs, de toute la vie autour de nous, de toute la splendeur de la nature et de son mystère. Et moi, déjà, j'étais plutôt solitaire en étant petit. Et en fait, c'est une continuité, voilà, la solitude. Alors, la solitude parfois comme une grâce, voilà. Alors parfois, quand on est seul dans ces expéditions-là, il y a aussi des périodes où c'est de questionnement, de doute, c'est difficile, mais ouais, j'avais envie de découvrir ça. Et tu me parlais aussi de ton envie d'écrire, et tu me parles de découverte et tout ça, de t'imprégner. Et comment t'es venu en fait l'envie d'écrire, justement, de partager en fait toutes ces émotions, tout ce que tu as pu apprendre, tout ce que tu as pu rencontrer, toute ton immersion en fait dans ces aventures, dans ces expéditions. D'où t'es venu en fait l'envie de le coucher dans un livre, sur du papier? Il y a une phrase qui me porte depuis très longtemps. C'est une phrase de Willy Ronis, un photographe. Et il dit, ce n'est pas la lumière qui m'inspire, c'est ce que la lumière éclaire. L'écriture, c'est en fait le rapport à l'écriture, donc c'est quand même, il y a plusieurs années, c'était un moyen de parler aussi de ses émotions et de parler de ma sensibilité ou de mon rapport à la nature. Et puis en fait, ça a évolué un petit peu au fil des années. Lorsque j'ai pu voyager, et puis en écrivant de la matière brute lors de mes récits de voyage. Et en fait, les 2 premiers livres que j'ai pu écrire, Les Anges de l'enfance et Journal d'un jeune alpiniste, c'est sous forme de lettres. Et en fait, la lettre, c'est un rapport intime à soi, un rapport au mot qui est différent que d'écrire un récit de voyage. Et je me trouvais, voilà, au plus proche de moi-même, au plus proche du monde, avec tout mon cœur, toute mon âme. Ça te dirait de nous en partager un petit morceau? Je vous partage un petit passage. Alors c'est un passage que j'ai écrit en Alaska, quand j'étais dans le parc du Denali. Et par un matin d'été, je reste assis sur une pierre, en haut d'une montagne, du lever du soleil à midi, au milieu des sommets, au sein parfois d'une solitude et d'une paix que rien ne trouble, pendant que le ciel chante ou que le vent vole. C'est une joie de voir briller le soleil sur l'immensité des plaines du parc de Denali et d'entendre souffler dessus la libre brise. Je vogue vers le nord, sur la grande route. C'est la seule vérité. J'approfondis l'abîme que sans cesse se creuse entre l'être et son apparence, plongeant à corps perdu dans les tréfonds de la nature humaine. Et vivre tout un coup, intense comme la forêt et les saisons, de vie un peu plus vive et homme un peu plus qu'avant, et soi-même encore plus. Battre le jour, la nuit, la vie, battre de peur vers l'inconnu, battre quand même avec le souffle de nos ancêtres, battre jusqu'au bout de son cœur. C'est très beau. C'est presque même axé un peu poésie, en fait, dans ton écriture. Oui, il y a des auteurs qui m'ont énormément touché, des écrivains, et notamment Rilke, qui a écrit Lettres d'un jeune poète, qui disait « Vivre, c'est tout respirer ». Tout habiter, c'est vivre autant de fois que possible dans toute l'étendue de son être. Et il y a d'autres écrivains aussi, de par leur écriture, qui m'ont touché. On peut parler de Christian Bobin, qui a écrit L'Enchantement simple. On peut parler aussi de Le Clésio, des écrivains que j'apprécie beaucoup. Alors il y en a beaucoup d'autres, hein, mais les 3 que je t'ai cités, ils sont quand même forts à mon cœur. Ouais. Là, justement, tu nous as lu un texte qui était sur ton expédition en fait au Canada. Est-ce que tu peux nous en parler de cette expédition? C'était quoi le but? Qu'est-ce que t'es allé y faire? Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez hallucinant. C'était en Alaska. En fait, c'était en 2 parties parce qu'il y a eu l'Alaska et puis après il y a eu une traversée jusqu'au Yukon. Mais pour moi, l'Alaska, c'est le récit quand t'es petit, les récits d'enfance. C'est Jack London. C'est vraiment la nature sauvage. Et en fait, vu que je travaillais au Canada, j'ai la possibilité donc d'organiser ça en Alaska et d'avoir un temps pour pouvoir le faire. Et si tu veux, en termes de logistique, c'est beaucoup plus simple que de partir en France. J'avais été initié aussi à un trappeur à différentes manières un petit peu de survie. Alors là, c'était moins technique en tant qu'alpiniste, c'était plus une immersion vraiment au sein de tu m'as expliqué que t'as vécu reclus dans la forêt pour faire du sirop d'érable vraiment tout seul. Ouais, alors ça, c'était juste avant, à la fin de mon boulot là-bas. J'ai eu la chance de rencontrer, donc maintenant il est décédé, il s'appelait Serge. C'était un trappeur en soi aussi, et puis il avait une érablière dans le nord du Québec, et
j'ai appris à m'occuper des érables pour faire le sirop d'érable, et j'étais vraiment seul parce que c'était une forêt, en fait, c'était très très collineux, et je m'occupais seul de la forêt d'érable et de la production un petit peu du sirop d'érable. J'étais dans une petite cabane en bois. Autour de moi, chaque matin, il y avait des cerfs, il y avait des érables centenaires, il y avait parfois des ours. Et cette immersion, elle a commencé là. Ouais, elle a commencé ici. Et du coup, après, elle s'est poursuivie. Donc, elle a commencé avec la récolte de l'érable. Et puis après, elle est partie en Alaska et Yukon. Et donc, du coup, c'est quoi le but de cette expédition? Et bah, en fait, franchement, c'est un petit peu comme entre guillemets, le film Into the Wild, presque dans le. Vous voulez te perdre? Ah non, pas dans le. Non, alors pas dans le sens, c'est-à-dire dans les étapes. C'est-à-dire que il y a eu vraiment ce passage à l'érablière avec Serge. Et Serge, en fait, son érablière, elle n'avait jamais aussi bien tourné. Moi, j'y étais tous les jours, tu vois, à surveiller, parce que sinon, en fait, il y a soit des écureuils ou qui mangent un petit peu les tubulures, mais ça peut être aussi le caribou, ça peut être, tu vois, qui vont prendre un petit peu d'eau d'érable, hein, parce que, en fait, c'est de l'eau d'érable avant que ça devienne du sirop d'érable. Et Serge, après, il m'a emmené pêcher dans le Grand Nord, dans la baie d'Hudson. Il m'a appris beaucoup de rudiments. Et en fait, ça a commencé comme ça. C'était une super belle aventure avec ce trappeur. Et je lui ai parlé de mon expédition en Alaska. Et c'est vrai qu'il m'a donné il m'a appris aussi à se servir d'un fusil. Il m'a appris beaucoup de choses différentes sur la vie dans les bois. Et c'est en même temps que je lisais un livre d'Henri David Thoreau. C'est un livre qui est cité aussi dans un petit peu Into the Wild. Et donc en fait, il y a eu tout un préparatif de cette expédition en Alaska. Et donc l'idée, c'était un peu d'être dans le parc national de Denali, qui est un grand parc national en Alaska. Et en fait, c'est d'y vivre, tu vois, de prendre la température de la vie là-bas. Du coup, on a parlé pas mal d'expéditions sur Terre, mais surtout, c'est que tu as une autre facette de ton histoire qui est vraiment une facette maritime, et notamment de la voile sur vraiment des bateaux de course, donc sur des bateaux de la Volvo Ocean Race. Et donc du coup, comment t'en es arrivé là, à faire justement cette passation entre pas mal d'expéditions en fait sur Terre, très montagne, très axé ski, neige, pays froid, et puis comment t'en es arrivé sur l'eau à devenir en fait navigateur et skipper, quoi. Là, c'est une petite pensée aussi à Mathieu Torder, parce qu'il fait souvent appel à Tintin. Alors Mathieu qu'on a reçu il y a pas très longtemps. Voilà, et en fait, moi, c'est aussi les lectures de petit, quand tu lis mais en fait, il y a les lectures et puis il y a tout l'imaginaire, parce que je parle souvent des lectures, mais bien sûr que j'ai lu un petit peu quand j'étais petit, mais il y a beaucoup de rêves et de l'imaginaire dans l'enfance, et t'alimentes cette boîte à rêves. Et en fait, la première chose, c'est que je pense que quand j'étais tout petit, j'avais un Snoopy avec moi. Tu vois, c'est une histoire un peu intime là, que je te raconte. J'étais avec mes parents dans un port, et je me souviens plus si c'était en Méditerranée ou en Bretagne. Et on est monté sur un vieux voilier classique, et j'ai perdu mon Snoopy. Et en fait, ma maman, elle m'a raconté tout un tas d'histoires, comme quoi le Snoopy, il était parti vers des explorations diverses. Et je sais pas quel âge j'avais peut-être 5-6 ans. Mais en fait, tout ça, ça alimentait un imaginaire. Et après, dans l'imaginaire, il y a Indiana Jones, moi, que j'aime beaucoup, les aventures. Et je me dis, la montagne et la mer, il y a beaucoup de similitudes, mais pour être accompli, dans ce chemin de l'aventure, ce chemin de vie, je me suis dit, la mer, un jour, ça sera sur mon chemin. Et en fait, dans l'idée de comment je l'ai conçu aussi, c'est que comme dans l'idée de la montagne, c'est que j'en ai fait aussi ma profession, tu vois. Parce que la glace est fine entre un métier d'aventurier où tu es un petit peu touche à tout, et pour pouvoir en vivre, tu vis avec éventuellement des sponsors, des conférences. Mais moi, j'ai voulu aussi la vivre de manière professionnelle. Soit comme guide de ski, secouriste, ou en préparant le guide de haute montagne, soit après en passant des diplômes de skipper, jeunesse et sport, puis marine marchande. Donc à chaque fois, j'ai quand même poussé au bout des choses dans cette voie-là. Et en fait, la mer, elle est arrivée juste après l'Alaska, où il y a eu une énorme synchronicité dans la vie. Et je me suis dit, Pierre, j'avais moins de 30 ans, et je me suis dit, mes parents avaient déjà déménagé dans le sud, on avait aussi un tout petit bateau, et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre plus à naviguer. Là, maintenant, je rentre en France parce que je vivais à l'étranger au Canada, et c'est le moment. C'est le moment, et je passe les tests d'entrée, et puis je me forme en brevet d'état croisière, spécialité croisière.
Voilà, et ça a commencé comme ça. Et puis après, mon background et un petit peu le profil que j'avais ont fait qu'au bout d'un an d'école, j'ai été rappelé par le Canada, disons, et sur un projet de la Volvo Ocean Race, donc un projet d'entraînement sur un bateau de la Volvo Ocean Race, qui visait à être la meilleure équipe de course au large, en tout cas du Canada. Donc à viser éventuellement à faire la course. Donc là, il y a de la préparation déjà, beaucoup d'entraînement. Et là, si tu veux, ça m'a droppé dans un autre univers. Ah oui, parce que là, c'est pas juste une petite coque de noix pour traverser l'Atlantique. C'est là, tu es engagé sur des Formule 1 des mers, des trucs qui vont à Mach 2, c'est engagé, quoi. C'est ça. Et un petit peu à la manière anglo-saxonne, c'est-à-dire que moi, je suis complètement outsider, mais j'ai ce profil montagnard, j'ai ce profil d'ancien sportif de haut niveau, de mes études universitaires dans l'entraînement physique. Et en fait, tout ça réuni, en fait, c'est dans la course au large, c'est avant tout, tu vois, alors en France aussi, mais très poussé chez les anglo-saxons et au Canada, c'est avant tout un esprit de corps, tu vois, c'est avant tout un esprit d'équipe, mais profond. Donc un profil, moi je pense, tu vois, mon profil les intéressait pour cette aventure. Parce que dans ces aventures-là, faut se donner à cœur pour tous les membres de l'équipage. Ouais, et puis tu m'expliquais que c'était un rôle qui était super intéressant parce que dans ces équipages-là, en fait, vous avez deux rôles. Vous avez un rôle sur un bateau et puis après vous avez le rôle en dehors du bateau parce que c'est des grosses sessions en fait d'entraînement qui te prennent pas mal de temps. Et donc du coup, tu as un rôle sur le bateau et puis après tu as un autre rôle. Tu peux nous en parler? Justement, c'est une autre facette de ta vie aussi sur le côté. Ouais, en fait, c'est vrai que sur ce projet-là, alors ça peut être différent sur d'autres projets, mais chacun, en plus d'un rôle de navigant, peut s'occuper de l'électronique embarquée, peut s'occuper de la strate sur le bateau, peut être le secouriste à bord. Donc moi, je m'occupais aussi de la gestion un petit peu de tout ce qui était médical, mais j'avais aussi un rôle comme entraîneur physique sur la performance du bateau, sur l'analyse un petit peu des facteurs de la performance sur lesquels j'ai travaillé à côté, et donc était très intéressant. Et du coup, ouais, t'as quand même une vie. Enfin, quand tu fais les choses, tu les fais vraiment à fond, aussi bien que ça soit sur terre, en montagne ou sur mer. Enfin, à chaque fois, t'es passé un peu pas dans les catégories élites, mais en tout cas dans des grosses courses, dans des trucs qui sont quand même relativement bien engagés dans tout ce que t'as fait. Et aujourd'hui, en fait, tu fais aussi justement de la passation. Enfin, quand t'es skipper en fait pour Explora Project, donc t'emmènes les gens faire des quarts de nuit, tu prends aussi justement du plaisir à apprendre aux gens. Ce que tu dis, c'est une phrase qui est forte, en tout cas, ce mot un petit peu de passation. Tu vois, si moi je devais m'approcher d'une spiritualité, ce serait plutôt chez les Amérindiens, être un petit peu comme un passeur, tu vois, de nature, d'aventure. Mais je trouve que dans le fait de la passation, ce qui est important, pour moi en tout cas, c'est notamment d'avoir de la fraîcheur, mais voilà, c'est de révéler aussi des émotions et d'être là avec tout son cœur. Tu vois, dans la vie contemporaine, dans les sociétés modernes dans lesquelles on vit actuellement, puis dans tout ce qui se passe, la nature, elle doit rester en nous. Là, on s'en est éloigné. Et bien sûr, parfois, elle est cruelle aussi, la nature, mais il y a une grâce dans tout ça. Il y a une grâce. Et je pense que ce qui est important, c'est de faire ressurgir des fois le meilleur d'entre nous. Et sur un bateau, dans ce rôle de passation, on peut faire ressurgir le meilleur entre les équipiers à faire que le bateau il avance qu'avec le vent. Et ça, c'est juste un peu extraordinaire que sur l'eau, tu as juste le vent, tu le vois pas le vent en vrai. Tu vois juste les rafales sur l'eau, mais le vent en réel, quand tu le vois pas dans l'air. Donc c'est un petit peu un vent invisible et c'est peut-être quelque chose d'un peu invisible, mais en fin de compte, ça te fait avancer le bateau. Et il y a aussi la cohésion de tout l'équipage, et il y a ce rapport à la nature. C'est ce que t'aimais justement aussi, sur les bateaux de la Volvo Ocean Race, c'était justement ce team spirit à bord, l'entraide entre les hommes. Et c'est ça que t'aimais en fait dans les trucs, enfin dans les expéditions en fait Explora Project, quand tu prends des gens à bord, c'est justement tous ces gens qui arrivent à fonctionner entre eux et à se combiner les uns les autres, à faire attention et puis à s'entraider pour un seul but, c'est juste que le bateau avance plus vite et que tout le monde soit en sécurité et prendre du plaisir, quoi. C'est ça, et moi je dirais que ça va un petit peu plus loin, tu vois, ça revient à cette phrase de Willy Ronis ou d'autres écrivains à ce que en fait la nature, elle nous ramène à notre essence profonde. Et au-delà du premier quart de nuit d'Explora Project, tu vois, sur ce qu'on partage dans les repas, sur ce que j'essaye d'amener, tu vois, dans le passé ou dans les petites histoires que je peux raconter, c'est ça, tu vois, un petit peu ce passeur d'aventure.
Parce que c'est sûr que sur un projet de Volvo ou TP, tu es très orienté performance et des fois l'engagement est tel que tu en oublies cette immersion au sein de la nature, en fait, qui est tout le temps. Et en fait, dans ce premier quart de nuit ou dans les moments où en fait il y a des personnes un peu extérieures qui viennent s'immerger, et ben là ça prend du sens dans cette découverte. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner justement à quelqu'un qui connaît pas trop l'aventure mais qui a envie de se lancer, aussi bien l'aventure terrestre ou l'aventure sur mer? Qu'est-ce que tu aurais, avec toute ton expérience que tu as acquise ces dernières années, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner en fait pour franchir le pas et se lancer? Moi, j'ai eu la chance quand même de répondre à des rêves jeunes et d'avoir eu des parents qui m'ont laissé aller là, avec un rapport très fort à la nature petit dans l'enfance. Et en fait, c'est vrai que plus on grandit, et puis moi le premier, tu vois, plus tu te retrouves dans des schémas de vie ou des conditionnements qui peuvent être bien, il n'y a pas de... Et j'ai pas d'avis sur ça, et c'est dur des fois de tout lâcher pour se dire ah, maintenant j'y vais. En tout cas, moi je prendrais plus ça comme conseil, c'est plus on est proche de soi-même, plus on peut donner le meilleur. Et on donne le meilleur, et dans ce donner le meilleur, c'est donner le meilleur pour le monde et pour les gens autour de nous. Et être proche de soi-même, c'est à un moment donné être proche de soi-même, proche de ses émotions, proche de ses peurs, et d'aller oser, voilà, oser la vie et oser C'est s'écouter et se faire confiance pour justement franchir le pas et puis après se lancer. Ouais, c'est dur aussi les notions de se faire confiance. C'est dur d'avoir confiance, mais à un moment donné, quand il y a des synchronicités, quand il y a des choses qui se passent et qu'on sent que ça peut être le bon moment, voilà. C'est le moment, quoi. Je dis il faut y aller, mais le il faut, ça renvoie une obligation, mais il y a aussi une volonté, et puis c'est précieux. La vie, c'est précieux. Et le monde, la nature, là, il y a quelque chose de très fort. Il faut partir la savourer, la contempler et s'en imprégner. Voilà, c'est ça. Pierre, c'est quoi tes actus à venir? Donc aujourd'hui, donc tu guides des expéditions Explora Project, mais tu as plein d'autres plans à côté. Ta vie, elle est remplie. Je sais même pas comment tu fais pour gérer un calendrier comme ça. mais du coup, c'est quoi tes prochains défis, les choses qui arrivent là, qui te font vibrer là? Cette année, il y a eu un projet un petit peu Grand Nord. Donc ça, c'est un projet ski voile Grand Nord. Il y a eu aussi de la prise en main pour des clients où je les ai accompagnés vers l'autonomie, ça m'a vraiment plu. Il y a aussi de la course. En fait, c'est toute cette mixité il y a eu du premier quart de nuit et toute cette mixité qui, à chaque fois, j'ai toujours autant de dynamisme et de fraîcheur à pouvoir les faire. Alors là, de te citer un projet précis... Non, c'est pas un gros, ça peut être juste un ensemble de projets. Ouais, c'est plutôt un ensemble de projets. J'aimerais bien repartir un projet dans le Grand Nord. J'aimerais bien avoir un petit projet d'alpinisme l'année prochaine aussi, où je pourrais mixer un petit peu le voyage à vélo et l'alpinisme, quelque chose comme ça. Voilà, en fonction aussi des opportunités. Si tu veux, demain, on m'appelle et on me dit, tiens, il y a un projet dans une écurie de course sur un projet d'équipage. Et ouais, je me pose la question, voilà, c'est ça. Et autant, il y a un projet d'expédition sur une paroi, alors là, j'aurais pas le niveau technique tout de suite, à l'instant T, mais pourquoi pas, ouais. Ouais, donc aujourd'hui, en fait, il n'y a pas un gros projet, mais par contre, c'est une multitude de petits projets, en fait, qui te font vivre, mais après, tu as plein d'autres envies d'expédition et d'aventure, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'un projet dans le Grand Nord, là, ça me parlerait. Il y avait un projet sur lequel j'étais intéressé, c'était un projet d'exploration avec Jean-Louis Etienne. Sur le voilier, ils sont en train de construire un voilier qui s'appelle le Persévérance. Si demain, tu vois, il y a un projet aussi d'expédition d'alpinisme un peu technique, bon, là, j'ai pas le niveau en soi tout de suite, mais un projet de... voilà, ça me parle aussi, donc c'est en fonction, en fait, il y a plusieurs opportunités qui peuvent s'ouvrir, et puis on choisit ou pas, tu vois, d'emprunter cette voie-là.
Pierre Larry, c'était super cette interview, j'ai passé un super bon moment avec toi, ça m'a fait voyager, ça m'a vraiment donné envie de partir et de revivre ces aventures que tu as vécues. J'aimerais vraiment me retrouver sur un bateau de la Volvo avec toi, ça serait vraiment marrant, vraiment pour en chier, vraiment là pour le coup. Pour conclure en fait cette interview, c'est Explora, en fait on a plein d'aventures multidisciplinaires, que ce soit sur terre, sur mer, sur glace, en été, en hiver. Et dans toutes ces aventures, est-ce qu'il y a vraiment un truc que tu aimerais bien tester, un truc qui te sort un peu de ta zone de confort, un truc que tu n'as jamais fait, une activité particulière? Alors qu'ils sortent de ma zone de confort, je sais pas, oui, ça me sortirait de manière toujours de notre zone de confort, comme quand je suis sur un voilier ou dans la montagne. Non, je ferais bien un truc, tu vois, je ferais bien un Chamonix-Zermatt en ski de rando. Ah ouais. Voilà. Alors, je sais pas si ça sort. Non, ce serait un beau voile. Ouais, c'est beau. Je crois qu'on l'a toujours au catalogue, faudra vérifier. Bon, cool. Bah écoute, merci Pierre Larry pour cette interview. C'était vraiment chouette. Merci. Et puis de toute façon, on te retrouve sur les réseaux, sur ton Instagram, et puis aussi sur les expéditions Explora Project, et puis pour des nouvelles aventures. Et puis on repostera tout ça, et puis de toute façon, on reste liés. Super, merci à vous. Allez, merci Pierre. Salut. Ciao.